remercions toute la presse d'être présente ce matin. Nous vous avions convié dans cette conférence de presse sur le dossier de l'eau. Comme vous le savez, c'est un dossier complexe qui nous concerne tous, institutions, mais au-delà donc des institutions, également chaque Guadeloupéen concernant donc ce dossier. Ce que nous voulons, à travers cette conférence de presse, c'est de fournir un certain nombre d'informations, d'améliorer notre communication pour que chaque Guadeloupéen, également les médias, vous puissiez avoir cette visibilité. Nous le savons, c'est un dossier qui ne va pas se régler en 2 mois, en 3 mois. Cela nécessitera du temps, mais il est important aussi que vous ayez donc la visibilité. Donc c'est pour ces raisons que ce matin, nous allons bien montrer qu'il y a un plan pluriannuel d'investissement avec des financements de la région, des financements de l'Europe, des financements de l'État, des financements du département, également donc de l'Office de l'eau, de manière à garantir les travaux. Et c'est pour ces raisons aussi, nous allons vous présenter les 30 travaux prioritaires qui vont se réaliser dans ces 2 ans, avec pour chaque chantier le coût, le délai de réalisation, mais également l'impact, le nombre de foyers concernés par ces différents travaux. Nous, on s'est organisé aussi pour améliorer avec le syndicat concernant l'information, la communication sur les coupures d'eau. Et nous prenons l'engagement que dorénavant, sur ces différents problèmes, que nous puissions, dès 48 heures, intervenir dans la production donc, de packs d'eau pour éviter que la population puisse se retrouver dans des situations souvent très désagréables. La semaine dernière, il y a eu un problème concernant les établissements scolaires. Et là aussi, nous prenons l'engagement, il va y avoir une programmation pour que tous les établissements scolaires de la Guadeloupe soient dotés en citernes. Concernant donc les lycées, ce sera la responsabilité de la région. Concernant les collèges, ce sera la responsabilité du département. Et concernant les établissements primaires, nous, régions et départements, ensemble, nous allons pouvoir intervenir avec les présidents de PCI de manière à avoir cette programmation et que d'ici la fin de cette année scolaire, que l'ensemble des établissements, l'ensemble des écoles soient dotés en citernes. Nous verrons aussi par la suite comment accélérer la mise à disposition donc, de citernes au profit de la population. C'est une volonté de transparence, c'est une volonté de communication que chaque Guadeloupéen puisse disposer de tous les éléments nécessaires. Et l'engagement que nous prenons au-delà de cette conférence de presse aujourd'hui, c'est que tous les 3 mois, nous puissions avoir un brin d'information pour que chacun, les médias, la presse puisse avoir l'avancée donc, des travaux, puisque nous allons nous engager sur un programme pluriannuel avec des bilans d'étape tous les 3 mois pour que chacun sache que telle usine, telle canalisation, telle réhabilitation était nécessaire et comment, où nous en sommes aujourd'hui. Donc je laisserai le soin d'abord au niveau donc, de la région de pouvoir présenter donc, les éléments. Ensuite, au niveau de l'État concernant les différents financements et le syndicat par rapport à une meilleure communication sur les travaux, meilleure communication aussi sur les coupures d'eau et les techniciens pourront vous apporter donc des éléments complémentaires. Merci. Il est ouvert ? Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du SMGEAG, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse. Le Président Losbar a rappelé combien il était important d'organiser cette conférence de presse ce matin. Vous l'avez compris, le problème prioritaire pour les Guadeloupéens, c'est le règlement du problème de l'eau, de la ressource et bien évidemment aussi celui de l'assainissement, puisque ça impacte le quotidien de chaque Guadeloupéen et nous avons ce devoir
d'accompagner le syndicat, ce devoir d'apporter les réponses dans les délais les meilleurs pour qu'effectivement cette responsabilité qui est la nôtre soit visible. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un décalage entre l'effort considérable qui a été mené ces dernières années entre l'État, la région, le département, puisque rien que la région, nous avons participé fortement au plan d'action prioritaire, mais pour autant, il faut le reconnaître, il y a un sentiment que les Guadeloupéens partagent, à savoir qu'ils estiment que nous ne faisons pas suffisamment pour régler de manière encore plus, je dirais, rapide les difficultés que nous avons en termes d'approvisionnement en eau, puisque les tours d'eau continuent et que ça devient insupportable. On le voit au niveau du fonctionnement des écoles. Récemment, le président Losbar en a parlé. Ce qui s'est passé à Cap Excellence, il faut qu'on soit en mesure de ne plus se retrouver dans une telle situation. Alors pourquoi cette conférence de presse? C'est pour, comme l'a dit le président, jouer vraiment la transparence vis-à-vis des médias, parce que vous avez aussi un rôle primordial en termes d'information de la population, et puis permettre à chacun, tous les Guadeloupéens qui le souhaitent, et je pense qu'on parlera de la communication un peu plus dans le détail, d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Je veux savoir, j'habite à Petit-Canal, j'habite à Trois-Rivières, il y a des travaux qui sont prévus, quand est-ce qu'ils vont être réalisés, est-ce qu'ils ont commencé, est-ce qu'il y a eu un problème durant la réalisation de ces opérations. L'objectif, c'est donner toute cette information pour montrer qu'effectivement, les élus considèrent aujourd'hui que c'est leur dossier, le dossier prioritaire, et qu'ils entendent apporter vraiment une solution à la Guadeloupe, et qu'on ne peut pas parler du développement économique, on ne peut pas parler d'aménagement du territoire. Il y a beaucoup de sujets qui ne peuvent pas être traités si nous ne réglons pas la question de la ressource en eau, qui est un sujet vital. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de la région, avec mon collègue Jean-Marie Hubert, dire que la région continuera de jouer son rôle dans le cadre du prochain programme opérationnel 2021-2027. Vous le savez, nous avons présenté ce programme. D'ores et déjà, vous avez près de 80 millions qui ont été fléchés rien que pour la ressource en eau, sachant que sur d'autres axes stratégiques de ce programme, il y a possibilité de mobiliser des fonds. Ça veut dire combien la région entend accompagner et être un acteur majeur à côté du département, à côté du syndicat, à côté de l'État, pour apporter une réponse à ce problème qui est devenu insupportable pour tous les Guadeloupéens. Merci. Pardon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président du SMGAG, Mesdames et Messieurs, l'essentiel a été dit, peut-être quelques éléments plus techniques que je voulais porter à votre connaissance. D'abord, ce que vous avez derrière vous, la carte qui est affichée sur la citerne, c'est un plan de bataille. C'est un plan de bataille, le président Losbar l'a dit et Madame Panchard l'a rappelé. L'objectif, c'est de donner une information précise des chantiers, de ce qui se passe près de chez moi, dans quel délai, à quel rythme, quand est-ce que ça va être terminé, qui va être concerné, quel impact du chantier, etc. Donc on a ici sur la citerne ce plan de bataille de l'eau. Ce plan de bataille de l'eau, il est issu d'un plan général d'investissement qui a été arrêté par l'État, par la région et par le département. Voilà. C'est très concrètement, puisque le chiffre maintenant est un chiffre officiel, y compris annoncé par le ministre qui a répondu au Parlement lorsqu'il a été interrogé sur cette question. C'est un plan sur les 4 prochaines années de 320 millions d'euros. 320 millions d'euros pour résoudre significativement la question de l'eau et les problèmes de l'eau. Comme l'a rappelé le président Losbar, ce n'est pas en une semaine que le problème va se résoudre. Mais il faut se donner des objectifs, il faut se donner des points de rendez-vous, il faut se donner des étapes. Aujourd'hui, 320 millions, et ce que vous avez sur la carte derrière vous, c'est les 100 premiers millions, si vous me permettez. 100 premiers millions qui seront mis en œuvre entre 2023, c'est-à-dire entre cette année, et 2024, voire le début 2025. Pourquoi ? Parce que ça, ce sont les travaux qui ont été initiés et lancés par l'équipe du SMGAG sous l'autorité du président Francisque.
Ce sont les travaux qui ont effectivement fait l'objet d'études, de marché, qui sont sous maîtrise d'ouvrage du SMGAG pour certains, d'autres sous maîtrise d'ouvrage de la région, d'autres sous maîtrise d'ouvrage du département. Mais c'est visuellement ce que vous avez sous les yeux, c'est le plan d'action de l'eau. 100 millions, ce sont les 30 opérations principales, les 30 opérations majeures qui permettront, que ce soit sur Madame la ministre, vous l'avez rappelé, que ce soit sur la partie distribution ou que ce soit sur la partie assainissement, de régler significativement le problème. Après, sur 2023-2024, on aura d'autres opérations, une cinquantaine de millions d'euros. On ne les a pas détaillées parce que c'est de petites opérations, non pas des opérations, je dirais, plus quotidiennes, plus régulières, d'entretien des réseaux, de recherche de fuites, de réparation de fuites, de renouvellement des réseaux, etc. Voilà. Mais ici, on a les opérations majeures. En termes d'impact, c'est 90 000 personnes, 90 000 usagers qui sont très directement concernés par ces opérations et qui devraient, normalement, si on les mène à bout dans le temps qui est imparti, voir une amélioration significative de leur situation d'ici le début de l'année 2025 ou la fin de l'année 2024. Dernier point peut-être important, parce que la question est souvent posée, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par la distribution? Est-ce qu'on commence par l'assainissement? Est-ce qu'on commence par la réparation de fuites, etc. On commence par tout en même temps. Il n'y a pas de priorité, ou en tous les cas, tout est prioritaire. Parce que sous le contrôle des spécialistes et des techniciens qui sont là, et que je salue à nouveau les équipes du président Francis et les équipes du SMGAG, il faut à la fois travailler sur l'assainissement parce que c'est une urgence, il faut à la fois travailler sur la réparation des fuites, il faut à la fois travailler sur le renouvellement des réseaux, il faut à la fois travailler sur la modernisation et la réhabilitation des usines de production d'eau, etc. Donc on commence par tous les sujets, et c'est pour ça que vous avez à l'écran, effectivement, différents types de chantiers, différents types d'opérations que l'on va mener de front. Voilà. Donc aujourd'hui, un véritable plan de bataille de l'eau qui est arrêté avec les collectivités majeures et l'État. On est sur 320 millions. Ces 320 millions, ils sont financés. Ils sont financés effectivement grâce à l'effort que nous faisons tous, à l'effort du département, à l'effort de la région, à l'effort de l'État dans le cadre du CCT, à l'effort de l'Europe, là aussi dans les crédits qui sont gérés par la région à travers le FEDER. Voilà. Tout ça, mis bout à bout, ça permet effectivement de financer significativement ce plan d'investissement pour les 4 prochaines années. Voilà, donc c'était très rapidement les quelques éléments sur lesquels je voulais me permettre d'insister. Merci, et comme nous l'avions annoncé, tous les 3 mois, nous ferons un point, comme aujourd'hui, sur l'avancée de ces différents chantiers. Monsieur le Président du syndicat. Bonjour à tous. Donc, merci à vous d'être présents. Donc, il y a des choses qui ont déjà été dites et des choses importantes s'agissant du syndicat. L'élément sur lequel j'aimerais déjà insister en préambule, c'est vrai que oui, la région Guadeloupe, son président Harry Chalus et les collègues qui sont autour de moi, Jean-Marie Hubert et Marie-Luce Panchard, sont vraiment à nos côtés, et la région investit de manière directement, mais aussi participe dans l'effort collectif. Le président Guy Losbar, oui, le département est vraiment présent dans cette recherche de solutions et la mise en place d'actions pour nous permettre de réussir. C'est ainsi que la région et le département portent directement des travaux au profit des Guadeloupéens pour pouvoir faire avancer le sujet. Et monsieur le préfet, qui représente bien entendu l'État aussi a sa part, et donc prend part à ce projet dans la mesure où, je rappelle, sur cette année 2023, nous avons reçu donc cet accord pour cette subvention de 27 millions. Il est important aussi de pouvoir arrêter les subventions pour les années à venir. Donc vous comprenez que la question de l'eau, elle concerne tous les acteurs, mais elle concerne aussi tous les Guadeloupéens. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle très souvent à la sagesse de mes collègues en politique, parce que très souvent, il arrive à ce qu'il y ait par-ci ou là quelques dérapages, mais je veux simplement dire que nous sommes tous concernés et nous sommes bien là pour réussir. Les équipes du SMGAG, oui, au-delà des travaux qui ont été présentés, des travaux à moyen long terme ont été présentés, mais aujourd'hui, ce n'est pas moins de 14 chantiers qui sont en cours, qui sont pilotés par ces équipes, et des chantiers, comme l'a si bien dit monsieur le préfet, même si en montant
pour ce qui est de l'investissement qui représente moins de millions. Toutefois, ils porteront et produiront des réponses à très court terme. Certains ont été déjà livrés, près de 4 sur cette année 2023. Et d'ici 2 ou 3 mois, nous pourrons encore voir plus clair parce que nous savons que cette population qui souffre, elle a besoin d'horizon, c'est-à-dire savoir où on va. Et merci à la région, merci au département et à l'État. Mais elle a aussi surtout besoin de savoir au quotidien comment sera le lendemain. Et c'est la raison pour laquelle ces travaux à court terme, eux aussi, ils comptent dans la balance. Et j'espère qu'ils nous permettront d'avancer, de continuer d'avancer. Je reviens très rapidement pour vous dire que s'agissant de la qualité de l'eau, aujourd'hui, les choses se sont plus qu'améliorées parce que la semaine dernière, quand il s'agissait pour nous de voir des situations difficiles qui ont été rappelées par le président Losbar et par la présidente Marie-Luce, dans le cadre de certaines fermetures dans une partie de notre territoire, aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation a plus qu'avancé parce que plus de 5 territoires ont pu passer du rouge au vert. Et donc, quand c'est une bonne information, il faut insister là-dessus. Donc, nous sommes satisfaits. Il nous reste 2 petits points sur lesquels les équipes et ainsi que l'ARS sont mobilisés pour que très prochainement la situation redevienne à la normale. Donc vous voyez, c'est un syndicat qui vit, c'est un syndicat qui n'est pas seul. Au niveau de l'action sociale aussi, au niveau de cette sérénité à l'intérieur de la structure, nous y travaillons avec les techniciens, nous y travaillons avec l'administration, nous portons des réponses, mais il faut toujours garder en tête que les réponses, elles n'étaient pas connues d'avance parce que si tel était le cas, elles auraient déjà été mises en œuvre depuis des années. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous pouvons encore mieux faire et nous continuons à dire à cette population, ayez confiance, les partenaires sont là, les politiques ont pris la décision, l'État est à côté de nous et nous pouvons continuer d'avancer. Merci, Monsieur le Président. Donc, je laisserai le soin au DGD donc, de pouvoir nous présenter plus en détail concernant la programmation donc, des travaux. Monsieur Abdekolo. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers invités. Donc, comme Monsieur le Préfet et le Président l'ont dit, donc, il y a une trentaine d'opérations qui sont des opérations structurantes qui sont prévues, qui sont sur cette carte. Je vais m'approcher de la carte pour que ça soit plus simple. Et donc, on voit bien que tout autour de la Guadeloupe, hein, sur chaque territoire, il n'y a pas de territoire orphelin. Hein, on a des travaux qui sont importants. Je commence par l'eau potable. On a au Moule la construction d'un réservoir de stockage d'eau à l'usine de production de Desvarieux. À l'usine de production de Desvarieux, c'est là où nous avons des problèmes de turbidité. Puisque ce qu'il faut dire, c'est que ces usines-là, la plupart de nos usines, n'ont pas été dimensionnées pour faire face aux fortes turbidités. La turbidité étant le trouble avec des colloïdes qui sont drainés dans les ressources en eau par forte pluie. Et on sait bien, à chaque fois qu'il y a une tempête, nous avons des turbidités très élevées. Donc l'usine de Desvarieux, le Moule, doit avoir donc, des travaux qui commencent rapidement, hein, au cours du deuxième trimestre 2024, avec 1,5 million d'euros. Il y a Saint-François, avec le renouvellement des réseaux, mais surtout ce qui est important à Saint-François, c'est l'usine... alors, je cherche un truc. Alors, c'est où? Je ne vois pas. Alors, donc,
à Saint-François, nous avons des problèmes de filtre, hein, donc au niveau du 4e filtre. Là aussi, il va y avoir des travaux. Je ne vois pas la situation sur la carte. On a Sainte-Anne-Mornalo avec la réhabilitation de l'usine de traitement justement de déhauteur que je cherchais tout à l'heure. C'est le schéma numéro 4 pour un montant de 1,8 million. Il y a le renouvellement des réseaux, bien entendu, qui doit continuer pour qu'on évite les fuites, puisqu'il y a la réparation des fuites, mais il y a le renouvellement des réseaux. On a plus de 3000 km de réseaux sur la localisation. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, de hauteur, c'est par là. Voilà, de hauteur est par là. Alors, les abîmes, il y a le renouvellement de réseau. Donc, c'est le point qu'il y a sur la carte pour un montant de 7,2 millions. Il faut savoir que dans nos investissements, les réseaux comptent pour plus d'un tiers. Un principe quelque cas, puisqu'on ne va pas passer en revue les 32 chantiers. Donc, les cas les plus structurants, là où on a eu des soucis ces derniers temps, hein, on voit Sainte-Rose, il y a eu une réhabilitation des usines d'eau potable, parce qu'à Sainte-Rose, il y a 4 usines, l'usine de cacao, l'usine de Massy, l'usine de Solitude, et la 4e usine, Sofaya. Donc, c'est des usines qui sont très vieillissantes, et dès qu'on a des problèmes d'aluminium ou de turbidité, on n'arrive pas vraiment à les traiter. Donc, on est obligé de couper l'eau et de laisser l'eau décanter. Ça peut durer quelques jours, le temps que la turbidité redevienne normale. À Basse-Terre, il y a à Saint-Claude la réhabilitation des usines de production de Beauvallon. Beauvallon, c'est une usine importante qui alimente l'hôpital de Basse-Terre. Et donc, à chaque fois qu'on a des soucis sur cette usine-là, il est préoccupant parce qu'on est obligé de priver l'hôpital d'eau. Donc, il y a pour 3 200 000 € de travaux de prévus pour réhabiliter cet ouvrage-là. Donc, on me montre une autre usine à Trois-Rivières avec le renouvellement de l'alimentation en eau potable pour les sources de l'Ermitage. Ce sont des travaux qui sont prévus pour le 3e trimestre 2000, qui sont en cours et qui doivent être terminés au 3e trimestre en 2025. Alors, pour l'assainissement, bon, vous avez différents sujets sur l'assainissement parce que la préservation de nos milieux aquatiques, c'est un point important. Je prends l'exemple de Petit Canal avec la construction d'un système d'assainissement collectif au niveau du bourg et de la ville de Petit Canal. C'est un investissement de plus de 14 millions d'euros. Et on a la réhabilitation de la station d'épuration de Saint-François également. Donc, schématiquement, vous voyez sur cette carte que les travaux à la fois en eau potable et en assainissement sont répartis. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est de dire qu'aujourd'hui, les problèmes de qualité d'eau qu'on a, c'est simplement, et c'est souvent lié au fait que nos usines sont des usines qui ont vieilli, qui ont parfois mal vieilli, et que les travaux que Monsieur le Préfet, Monsieur le Président Losbar ont annoncés vont nous permettre de remettre nos usines d'équerre. On espère que d'ici la fin du 1er trimestre, on commencera par voir un peu plus clair au niveau de Saint-François, mais aussi au niveau du sud, Basse-Terre, sur l'usine de Beauvallon. Voilà. On est à votre disposition, mes équipes et moi, les directeurs d'exploitation et moi-même, pour répondre à vos questions si vous avez besoin de plus de détails. Merci de votre attention. Merci. Donc, après ces différentes interventions, nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous allez poser. Un micro pour... J'ai l'impression que l'histoire se répète sans fin et sans fin. Des présentations de programmes de travaux prioritaires. On en a vécu, alors pas forcément ici, on en a vécu
à Basse-Terre, au conseil régional, au conseil départemental. On a eu des conférences de presse où on nous annonçait la réunion de l'ensemble des assemblées majeures avec les services de l'État. On nous annonçait 80 millions, 100 millions, 72 travaux prioritaires, etc., etc. Et en réalité, on a une situation qui n'a cessé d'empirer avec la dernière série d'incidents qu'on a connus. Donc là, aujourd'hui, vous venez nous présenter un projet encore plus ambitieux, c'est bien, mais qui dit que ça va se faire, et sous quelle forme, et sous quelles conditions, et dans quel délai aussi. Voilà, c'est tout. On a l'impression que l'histoire se répète. En fait, vous dites l'histoire se répète, mais nous ne sommes pas là pour faire l'histoire, mais bien au contraire, garantir l'avenir. Moi, je ne regarde pas l'avenir dans un rétroviseur. Donc, c'est en ce sens qu'aujourd'hui, nous proposons tout un plan, en expliquant avec la programmation donc, des travaux. Mais au-delà de proposer un plan, nous prenons un engagement tous les 3 mois de revenir face à vous, la presse, et d'évaluer quelle est l'avancée. Donc, en fait, ce n'est pas juste une intervention aujourd'hui et qu'on puisse se revoir dans 1 an, dans 2 ans avec les différents problèmes, mais de prendre un engagement tous les 3 mois. On peut déjà prendre l'engagement que dès le mois de janvier, on va se revoir par rapport à cette programmation, par rapport à cette planification que nous avons mise en place. Mais pour pouvoir le faire, il faut au préalable que nous puissions dire quelle est la programmation donc, des travaux, quel est le plan de financement, comment il est financé, mais aussi intervenir aussi sur les écoles. Puisque là aussi, tous les 3 mois, nous ferons le point pour vérifier concernant les lycées, quels sont les lycées équipés en citerne, quels sont les collèges équipés en citerne, quels sont les établissements primaires équipés en citerne. Nous l'avons dit également, souvent il se pose un problème sur la distribution de packs d'eau. Et de manière à ce que ce soit systématique, que dès lors qu'il y a 48 heures, que nous puissions intervenir pour fournir des packs d'eau. Mais cela nécessite aussi qu'au niveau donc, du syndicat, qu'il puisse y avoir une meilleure organisation des coupures d'eau, puisque parfois, ce qui est vrai, nous avons donc des quartiers qui restent sans information et sans savoir pendant quel sera le délai pour régler le problème. Donc, beaucoup plus de transparence et des engagements de toutes les collectivités, et pas seulement au niveau donc, du syndicat. Donc, il est vrai, peut-être qu'il y a déjà eu des plans qui ont été présentés, mais qui ont eu quand même des résultats, puisque ce n'est pas parce qu'il y a eu un plan que cela ne pouvait pas suffire. D'ailleurs, dans mes propos introductifs, j'ai eu l'occasion de dire personne, et je le dis, personne en Guadeloupe ne doit croire que ce problème sera réglé dans 3 mois, dans 6 mois. Mais ce qui est nécessaire, c'est que chaque Guadeloupéen puisse avoir de la visibilité, qu'il sache quels sont les travaux qui seront réalisés, qui sont planifiés, qui sont programmés. Et nous prenons l'engagement tous les 3 mois de venir face à vous, face aux Guadeloupéens, leur dire, voilà les avancées que nous avons eues. Et de toutes les manières, les choses se verront d'elles-mêmes. Oui. Merci, Monsieur le Président. Non, je n'ai pas complété les propos du Président, mais peut-être les 2 précisions sur 2 points importants de mon point de vue. Et encore une fois, comme l'a dit le Président Losbar, refaire l'histoire n'a pas forcément d'intérêt. Par rapport à peut-être aux épisodes précédents ou à ce qui a pu se passer, il y a 2 choses différentes. La première, c'est qu'il y a une maîtrise d'ouvrage. Il y a un choix qui a été fait d'un syndicat unique, qui s'appelle le SMGAG. Ce syndicat, effectivement, il hérite de situations qui ont pu être complexes. Il est bâti sur un héritage difficile, voilà, dont il essaye de tirer parti et de se reconstruire et de se mettre en ordre de marche. Moi, depuis que je suis arrivé, ce que je vois, c'est que ce syndicat, il se structure. Ce syndicat, il construit progressivement une véritable maîtrise d'ouvrage, aussi avec l'aide de l'État qui apporte son assistance technique et sous le contrôle d'Olivier Crémer, le DEAL. On peut en témoigner tous les 2. Voilà, donc on a une maîtrise d'ouvrage qui est aujourd'hui de plus en plus opérationnelle. La preuve, si on vous présente aujourd'hui ces chantiers, c'est parce qu'il y a eu au cours de l'année 2023 tout un travail qui a été fait par les équipes du syndicat, et encore une fois je parle sous le contrôle de Jean-Louis Francisque, qui a été fait par les équipes du syndicat pour faire les études, pour lancer les marchés, etc. Aujourd'hui on est sur une première phase après des travaux, des études, et on est en capacité aujourd'hui de vous présenter des opérations très concrètes. En termes de méthodologie, l'a rappelé le président Losbar, il y a une carte, mais on va vous remettre un tableau de toutes ces opérations. Un tableau de toutes ces opérations avec les montants, la maîtrise d'ouvrage, les calendriers.
Et c'est ce tableau dont on pourra effectivement vous rendre compte au cours des points trimestriels qu'a rappelé le président du département, de façon à pouvoir vous dire sur des hauteurs, sur Beauvallon, sur Saint-Claude, sur Matouba, voilà où on en est précisément par rapport au calendrier qui était annoncé le 17 octobre 2023. Et ça, c'est l'engagement fort dont je peux témoigner que prennent le département, la région et l'État. Voilà, c'était simplement ces 2 points. Et moi, j'appelle effectivement à... Et peut-être deuxième point qui est important, c'est qu'on est aujourd'hui sur un plan de financement qui est bouclé, en ce sens où effectivement les crédits sont sur la table, les moyens sont engagés par les collectivités et par l'État pour que ces travaux soient faits et soient faits dans les temps. Ce que je voudrais ajouter, c'est que par rapport aux exercices précédents, autant nous étions sur une prévision avec une programmation. Là, nous faisons un chemin qui va beaucoup plus loin parce qu'on veut rendre compte de l'opérationnalité. Ça veut dire qu'une opération aujourd'hui qui était programmée, comme elle a pu l'être par le passé, nous avions fixé des délais, vous aviez enregistré ces délais, et ces délais ne sont pas tenus. Eh bien, nous viendrons devant vous, vous dire pourquoi ces délais ne sont pas tenus. Ces délais ne sont pas tenus parce que parfois il y a des raisons techniques. Il faut que le Guadeloupéen l'entende. Ces délais ne sont pas tenus, ce n'est pas parce que les élus, les personnes en responsabilité n'ont pas mené à bien ce dossier. C'est parce que parfois, les entreprises n'ont pas répondu. Nous sommes tenus à un certain nombre de procédures. Il faut pouvoir l'entendre et que nous n'allons pas pouvoir faire des travaux si effectivement tout n'est pas sur la table. Et ça, je pense que c'est important. Le Guadeloupéen, ce qu'il demande aujourd'hui, il a bien conscience qu'on ne peut pas faire avec une baguette magique. Ce qu'il demande, c'est au moins d'être dans l'anticipation par rapport à une difficulté. Et peut-être qu'au niveau de la communication, nous n'avions pas été suffisamment loin. Nous étions plutôt sur une programmation qui, quand même, a fonctionné. Souvenez-vous du plan d'action prioritaire. Il a donné des résultats. Peut-être pas à la hauteur de ce que nous aurions pu espérer, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. L'État a contribué, le département y a contribué. Aujourd'hui, par rapport à ce plan-là, on vous dit c'est dans 5 ans. Peut-être que ce sera 6 ans, peut-être que ce sera 3 ans. Ce qui est important, c'est qu'à chaque étape, nous puissions dire là où nous sommes et pourquoi ça fonctionne. Et lorsque ça fonctionne, de dire aussi que ça fonctionne et que c'est bien et que ça a permis, par exemple, à une zone d'activité de démarrer et ça a créé tant d'emplois. Ça a permis à une structure dans le domaine du tourisme de s'installer parce que tant qu'effectivement ce problème n'était pas réglé, l'investisseur ne voulait toujours pas déposer son permis de construire. On va être à la fois dans ces questions un peu difficiles, mais aussi dans le positif. Parce qu'on dit toujours ce qui va mal en Guadeloupe et on ne dit pas, lorsque ça fonctionne, ce que ça a permis de régler comme problème, notamment à Capesterre et dans bien d'autres communes. Ce n'est pas, je dirais, la panacée. On sait bien qu'il y a une difficulté, mais je pense que sur un dossier comme celui-là, je crois que jamais le département, la région, en tout cas nous serons à côté du syndicat, du département et de l'État parce que nous voulons réussir et nous voulons réussir ce d'autant que nous avons cette obligation pour établir ce lien de confiance parce que les Guadeloupéens doivent bien comprendre que c'est notre priorité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, je me présente, Claudia Belton, de France Antilles. Voilà, je voulais savoir au niveau des analyses de l'eau. J'ai remarqué souvent, on apprend donc 15 jours après que l'eau n'était pas bonne, que l'eau n'était pas consommable, que l'eau, on ne devait pas l'utiliser pour la cuisine ou pour se brosser les dents. Et je me dis, mais entre-temps, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, entre-temps, se sont brossés les dents, entre-temps, ont utilisé l'eau, entre-temps, donc sont contaminés d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'au niveau de l'ARS, il n'est pas possible de réduire le délai des analyses, des résultats d'analyse? Parce que je trouve que vraiment c'est trop long et que je ne pense pas que ça va aider la population à avoir confiance dans les élus et dans les organismes. Merci. Oui, je crois qu'il y a un instant, le directeur a expliqué quelles étaient les causes de ces problèmes. Mais là, il va donner peut-être plus d'informations sur les modalités. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la question de la qualité de l'eau est une question préoccupante. Je voudrais changer ma casquette de directeur et prendre ma casquette de scientifique. Parce que je pense que des fois, c'est important
d'objectiver les choses. Il faut savoir que l'eau potable est une denrée alimentaire et c'est la denrée la plus contrôlée de France. Quand j'ai dit ça, vous le savez. Et que l'OMS a voulu que l'eau étant la vie, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination grave ou pas grave dans l'eau. Et donc, en Guadeloupe, la difficulté qu'on a et que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand il y a de fortes ondées, de fortes pluies, on a de la turbidité. Et la turbidité peut entraîner des germes qu'on appelle la flore totale, la flore banale, ou des coliformes. Je ne rentre pas trop dans la technique. Et ces coliformes-là, je vous rappelle, ne sont pas des germes pathogènes. Si on fait des lames de surface sur nos mains, on trouvera des coliformes. Ce ne sont pas des germes pathogènes. Quand j'entends qu'il y a du caca dans l'eau, c'est un raccourci qu'on ne peut pas cautionner. On ne peut pas valider. Parce que c'est faux. Puisque le coliforme est un germe tellurique, c'est-à-dire qui vient du sol. Je vous mets au défi de prélever un peu de terre, vous analysez au laboratoire, vous trouverez des coliformes. Et vous trouvez dans vos cuisines, vous trouvez partout dans nos salons, dans nos séjours. Et donc quand ces germes-là se retrouvent dans l'eau, l'eau étant un produit sanitaire, il est demandé à ce qu'on n'ait pas de coliformes. Mais quand il y a des problèmes de forte pluie, on peut se retrouver avec des coliformes et le chlore qu'on utilise n'est pas suffisant. En France, on sait qu'on n'aime pas le goût de chlore. Là aussi, j'ai eu une discussion, des interrogations d'associations récemment. Le chlore n'est pas dangereux pour la santé. Ça, il faut le dire que quand je nettoie ma salle de bain ou mes toilettes, je respire plus de chlore que ce que je peux prendre dans l'eau. Mais on suppose que l'eau étant un produit pur, on ne doit pas mettre le chlore de façon excessive. Sauf qu'en Amérique du Nord, si vous ne sentez pas le chlore, vous ne buvez pas l'eau. Donc ça montre bien que nous avons besoin, sur nos usines, comme nos usines ne sont pas automatiques, normalement, quand il y a de fortes turbidités, on doit changer la dose de chlore. Mais comme ce n'est pas automatique, c'est manuel. Donc, la turbidité arrive et le chlore ne se règle pas automatiquement. Il faut la main de l'homme. Donc, quand il y a des tempêtes, on ne peut pas prendre des risques que nos agents soient sur certains ouvrages. Il y en a qui, à la dernière tempête, ont dormi sur les usines. Mais il y a des usines qui ne s'y prêtent pas. Ce qui fait que les travaux qu'on va faire, c'est des travaux d'asservissement pour que le chlore soit réglé automatiquement en fonction de la turbidité. Et là, on aura moins de problèmes de non-conformité. Mais une fois encore, pour terminer, je voudrais vous rassurer que la turbidité et les coliformes qu'on a trouvés, il ne s'agit pas de germes pathogènes. Il s'agit de flore banales, mais qui sont des indicateurs de pollution. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Alors la résolution, après discussion avec les élus, avec monsieur le préfet et les élus, c'est que, le SMGAG doit améliorer sa communication. Ça, je vous l'accorde et je plaide coupable. Je dis mea culpa, maxi mea culpa. Nous devons communiquer un peu plus pour rassurer la population quand il y a ces épisodes-là, surtout d'interdiction. On l'a dit, distribuer des packs d'eau, communiquer avec la population et faire en sorte que la population puisse comprendre ce qui se passe. Je pense que l'inquiétude vient du fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe et on croit parfois que c'est très très grave, mais je pourrais vous rassurer là-dessus. Mais ça, ce n'est pas le directeur du SMGAG qui parle, mais c'est l'homme de science. Merci. Des questions? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'initiative que vous avez prise aujourd'hui, enfin, de vous rencontrer, c'est que vous avez entendu la population guadeloupéenne? Madame Panchard parlait tout à l'heure d'anticipation. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait une meilleure organisation dans la diffusion d'informations au travers de communiqués de presse. Ça, il ne faut pas l'enlever. Et comme disait Mme Panchard, c'est vrai que lorsque les choses sont bonnes, il faut le dire aussi. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui que si vous avez pris conscience qu'il faut améliorer votre communication et votre information, ça suppose que vous avez aussi entendu les Guadeloupéens?
Mais en fait, entendre les Guadeloupéens, cela fait très longtemps, puisque cela fait, je crois, 1 an que nous avons signé une convention pour la région, le département, l'État et le syndicat, nous puissions agir ensemble. Il y a un certain nombre de travaux. Lorsque vous élaborez un PPI, donc cela fait des mois bien avant que vous avez eu à travailler. Lorsque vous faites un programme de travaux de chantier, cela fait des mois que vous avez su faire un diagnostic et mettre en place un certain nombre de planifications. Mais nous sommes conscients qu'il faut améliorer la communication et c'est ce que tous nous l'avons dit. On veut cette démarche, c'est pour améliorer la communication, que la population sache aussi quelles sont les difficultés, quels sont les travaux qui vont être réalisés et leur impact. Et c'est pour ces raisons aussi que nous disions que nous ne nous engageons pas simplement aujourd'hui à présenter un plan, à présenter un programme de chantier, mais tous les 3 mois, nous allons revenir face à vous pour que nous puissions vous dire quelles sont les évolutions. Allez-y. Il y a quelque chose qui trouble toujours les gens, ça se voit dans les groupes, dans les réseaux sociaux et tout, c'est qu'entre le moment où on s'aperçoit qu'il y a un problème dans un prélèvement et le moment où on prévient le SMEAG, il se passe toujours 4 ou 5 jours. Et ça paraît un peu étonnant. Parce qu'après, vous faites la publication et la publicité de ce problème en 1 ou 2 jours grand maximum. Mais moi, ce que je trouve inadmissible, d'ailleurs, ça aurait été bien que monsieur le gendarme ou quelqu'un de l'ARS soit ici pour expliquer comment il peut y avoir autant de temps entre le moment où ils s'aperçoivent qu'eux et le moment où ils préviennent. Alors, c'est juste, mais ce que nous avons déjà expliqué, c'est que l'ARS effectue son contrôle à une date, à J, mais les résultats ne nous sont pas communiqués à J+1. Ils sont... Oui. Ça, c'est entre le moment où on s'aperçoit oui. qu'il y a peut-être un problème, il y a un prélèvement, oui. et le moment où on prévient en disant il y a une suspicion. Je sais pas, s'il y a une suspicion, c'est qu'on a fait un examen tout à fait relatif. Prenez le micro. S'il y a une suspicion, c'est qu'on a fait un examen tout à fait relatif de prévention en attendant l'analyse précise. C'est ce qui s'est passé récemment. Mais entre le moment où vous et l'ARS avez envoyé il s'est passé combien? Il s'est passé 10 jours pour l'analyse, à peu près une dizaine de jours. Mais entre le moment où il y a eu le prélèvement et la dénonciation d'une suspicion, il s'est passé 5 ou 6 jours. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Oui, mais alors... il y a un prélèvement, il y a une analyse oui. sommaire qui doit être faite tout de suite. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le temps de rédiger le rapport, non, passer le week-end, etc. C'est-à-dire, quel que soit, à partir du moment que la RS vous a donné l'ordre de la contamination, vous avez l'obligation de pouvoir prendre les éléments. Mais le délai, c'est que nous sommes dans l'obligation... Oui, mais nous sommes dans l'obligation d'attendre à ce que les éléments soient confirmés. Oui, mais c'est le délai entre le prélèvement et vous prévenir. Mais c'est l'ARS qui doit pouvoir prendre toutes les dispositions pour pouvoir transmettre les informations. Non, mais je pense qu'il peut. Alors, je ne vais pas parler au nom de Laurent le gendarme, parce que je ne suis pas compétent avec le directeur général de l'ARS, mais effectivement, je suis tout à fait prêt avec le directeur général de l'ARS qu'on vous redonne des questions. Ça, c'est un point important. Ça peut inquiéter, vous l'avez posé légitimement, ça inquiète tout le monde, etc. Je parle quand même au nom du directeur général de l'ARS pour vous dire que l'ARS ne met pas 10 jours avant de communiquer ses résultats. L'ARS fait des prélèvements. Il y a des cultures bactériologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas des résultats... Il y a 2 types de résultats, comme l'a rappelé effectivement Marcus Abdekodo. Il y a une analyse physico-chimique. Une analyse physico-chimique rapide, etc. Mais qui ne donne pas des éléments bactériaux. Les éléments bactériaux, ça demande je ne suis pas biologiste, ça demande de la culture, ça demande effectivement 48 heures, 72 heures. Donc entre le moment où l'ARS prélève et au moment où on a des résultats, il se passe forcément un temps incompressible d'analyse. Mais dès lors que l'ARS, et ça je peux vous le confirmer, mais on le redira, et moi je suis tout à fait à disposition pour que là-dessus on refasse un point précis avec les uns et les autres, à partir du moment où l'ARS a connaissance, mais Marcus Abdekodo peut le redire, à partir du moment où l'ARS a connaissance de ces résultats, elle les diffuse immédiatement, et le syndicat prend immédiatement les mesures. C'est le directeur général. Merci, monsieur le préfet.
tout à l'heure, c'est un point sur lequel il faut insister. Monsieur le préfet l'a dit, il y a des délais incompressibles. Il y a des analyses physico-chimiques. On en fait quelques milliers chaque année. Donc il y a une trentaine d'analyses qui sont faites régulièrement, enfin tous les jours. Alors les analyses dont on parle, si on prend un exemple très concret, ce qui s'est passé aux abîmes récemment, après la tempête, c'est que nous, on a fait des analyses physico-chimiques qui donnaient des résultats tout à fait satisfaisants. L'ARS fait un prélèvement. Donc nous, sur les réseaux, on était nickel, il n'y avait pas de souci. En sortie de réservoir, l'ARS fait un prélèvement. Le prélèvement, il est envoyé en France, à Paris, où c'est envoyé dans les délais à Paris, puisque c'est un laboratoire accrédité qui analyse ces échantillons. Le laboratoire a analysé les échantillons le mardi, donc les prélèvements ont été faits le mardi de mémoire. C'est arrivé le mercredi, donc les analyses ont été mises en culture. Et c'est un laboratoire qui fait les 3-8. Et donc, dès qu'il y a une suspicion, c'est-à-dire la suspicion, ça veut dire qu'on n'a pas encore confirmé la bactérie, mais on voit que ça ressemble à un coliforme. Donc, tout de suite, il y a un fax qui est envoyé à l'ARS, qui saisit les mairies et qui saisit le SMGEAG. Donc, avant même d'avoir la confirmation de l'analyse, on arrête la consommation, où l'autorité sanitaire donne des précautions à prendre. Le résultat définitif arrive, puisque pour cultiver des coliformes, comme c'est le cas, il faut entre 48 et 72 heures pour confirmer l'analyse. Mais dès que ça arrive, l'ARS et le SMGEAG réagissent tout de suite. Excusez-moi, on ne remet pas en cause la réactivité de l'ARS ou du SMGEAG des réceptions des résultats. Simplement, ce que l'on remet en cause, c'est là, tout d'un coup, vous avez complètement raccourci, compressé le temps. Nous, ce que l'on constate au regard et à la lecture, alors peut-être qu'il faudra revoir peut-être la rédaction de vos communiqués, mais à la lecture de vos communiqués, on constate qu'entre le moment du prélèvement et le moment où, effectivement, vous avez la notification ou la signification de cette pollution, il s'est passé en moyenne 5 jours. On est loin des 24 à 48 heures dont vous venez de faire état. Donc alors, il y a peut-être effectivement un vrai souci. Ah oui, bah là déjà on est passé à 4 jours avant, vous nous expliquiez qu'entre 48 et 72 heures c'était des suspicions. Oui, d'accord. Et vous nous parliez de suspicion, que dès qu'il y a suspicion, on prévient. Non, je suis désolé, il se passe minimum 5 jours. C'est ce qu'on a vu au regard des 6 derniers épisodes où on a eu des interdictions de consommer l'eau. Sur les dernières 6 à 7 semaines. Reprenez vos propres communiqués. Je suis désolé, là, c'est pas une question de... C'est que, quelque part, il y a un vrai souci dans la manière de communiquer. Il y a aussi un vrai souci, je suis désolé de le dire, alors c'est peut-être pas l'objet de cette réunion, mais avec l'ARS, il y a un vrai souci de communication. Comme jusqu'à présent, il y avait un vrai souci de communication au niveau du syndicat par rapport à tout ce qui est de la communication qui relève de l'eau. Aujourd'hui, j'entends, et j'en suis très content, ce souci de transparence. Désormais, vous prenez rendez-vous avec nous tous les 3 mois, chiche, on sera là. Ça, je vous l'assure. Mais j'aimerais bien que ce souci de transparence soit le même pour l'ensemble des institutions qui travaillent sur l'eau, ce qui n'est pas le cas actuellement. Non, mais l'engagement que nous pouvons prendre, compte tenu que ce problème a été évoqué, qu'au mois de janvier, pour ce point avec les médias, pour que l'ARS soit présent, ne serait-ce que sur cette question. Mais ce problème évoqué nous montre 2 sujets. Et comme le directeur l'a précisé, pour que nous puissions agir sur les usines et que nous ne soyons plus dans ces situations. C'est-à-dire, au-delà donc, des modalités, des procédures, c'est éliminer la cause, premièrement. Et deuxièmement, c'est voir aussi pourquoi il faut qu'il y ait un laboratoire, qu'on soit obligé d'aller jusqu'en métropole, et pourquoi, au niveau local, au niveau du territoire, ces prélèvements, ces analyses ne peuvent pas être faites. Juste 3 réactions rapides. Là encore une fois, je me permets de parler au nom de l'ARS, qui n'est pas directement et même pas du tout sous l'autorité du préfet, mais redire qu'effectivement le procès en manque de transparence de l'ARS est un mauvais procès, et je pense qu'avec Laurent le gendarme, on est à votre disposition pour qu'il y ait un point précis qui soit fait là-dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question du laboratoire. Le sujet étant pas être réglé, d'ici une semaine, encore une fois, sous le contrôle du directeur général de l'ARS, le laboratoire avec qui on travaille aura son antenne en Guadeloupe, donc on n'aura pas cette problématique d'envoyer des prélèvements à Paris.
qui peuvent faire perdre effectivement 24 heures. Et encore, c'est pas complètement sûr, parce qu'en fait, c'est un peu en temps masqué par rapport à l'analyse bactériologique. Donc, il ne faut pas non plus se focaliser sur cette question de l'analyse parisienne ou en Ile-de-France par rapport à une analyse en Guadeloupe. Mais en tous les cas, il y aura une analyse qui sera faite ici. Et troisième point, mais là, je veux parler plus sur des questions de long terme. Cette question de la qualité de l'eau, c'est aussi une problématique de plus long terme sur laquelle il faut qu'on travaille. Ici, en Guadeloupe, on est sur de l'eau de surface. Et de l'eau de surface qui provient de petites rivières qui sont extrêmement fragiles en termes d'assec, en termes de turbidité, en termes de pluie, etc. Quand vous êtes dans l'Hexagone, et ça c'est un sujet, moi depuis que je suis arrivé, c'est un sujet, et j'ai demandé au SMGAG, au BRGM qu'on se penche sur le sujet, quand vous êtes dans l'Hexagone, vous n'avez pas cette problématique. Parce que 80% de votre ressource, c'est de l'eau souterraine. Et 20%, c'est de l'eau de surface. Et quand on parle de l'eau de surface, c'est pas effectivement la ravine Turlet sur laquelle on m'a branché une prise d'eau. C'est la Maine, c'est la Loire, c'est la Seine. On n'est pas du tout sur les mêmes ressources, ce type de ressources. Donc on a aussi toutes ces difficultés sur la qualité de l'eau, sur la turbidité, sur la nécessité d'analyse, sur des usines qui effectivement doivent traiter de l'eau qui n'a pas les mêmes qualités que quand on plonge de l'eau, on prélève de l'eau dans la nappe phréatique, ou qu'on en prélève de l'eau comme moi je l'ai connu dans la Maine. Voilà, c'est pas les mêmes problématiques. Et il faut aussi qu'on travaille sur de manière plus long terme, pardon. Il faut qu'on travaille effectivement sur une exploitation de la ressource souterraine. Sur la Basse-Terre, on a une ressource souterraine qui est gigantesque. Voilà. Et, pour des questions techniques, pour des questions d'infrastructure, pour des questions de coûts, cette ressource, elle n'a pas été exploitée. Il faut qu'on s'oriente aussi vers l'exploitation de cette ressource qui évitera tous ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Merci pour ces précisions et comme je viens de le dire, nous allons nous organiser pour que, autant que faire se peut, l'ARS soit présent au mois de janvier lors de ce point avec la presse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce qu'on voudrait, c'est aussi qu'on puisse faire la visite de l'usine. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette importante réunion. Je tenais quand même à vous féliciter. Alors, Victor Artin, je crois que je suis assez connu de Nouvelles Étincelles. Alors, parlons de pollution. Je pense tout directement à l'amiante ciment. Je sais que sous cette route départementale, le réseau est en grande majorité en amiante ciment. On a parlé des réservoirs, on a parlé de l'assainissement, on a parlé des conduites, certes, mais ce problème précis n'a pas été évoqué. Je voudrais savoir si, effectivement, nous allons en prendre compte dans les investissements que vous avez programmés. En fait, dans D'autre part, si vous permettez, Président, alors vous avez parlé de 320 millions d'investissements avec les différentes collectivités, bien sûr. Est-ce que les travaux déjà entamés ont été entamés avec ces 320 millions ou encore c'était sous d'autres plans de financement? Non, c'est dans le cadre de ce plan de financement. Et là, nous avons présenté les travaux qui seront réalisés sur les deux prochaines années, avec une programmation, enfin, comme vous le voyez sur le tableau, avec 32 chantiers. Mais justement, ces chantiers, sans entrer dans le détail de chaque chantier, mais les problèmes d'amiante, les problèmes de recalibrage de réseau, les problèmes de réhabilitation de réseau, les problèmes d'usine, tous ces différents problèmes sont intégrés dans les chantiers. Et ce que nous faisons, c'est que tous les 3 mois, nous allons faire un point sur l'avancée des travaux avec des focus particuliers, comme nous venons d'évoquer, sur les problèmes de pollution. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je propose, c'est qu'on puisse aller visiter l'usine, puisque là aussi, c'est dans cette dynamique de réhabilitation, de travaux sur l'ensemble du territoire, et de manière à obtenir des améliorations. Je crois cette usine, l'amélioration, c'est pratiquement 10 000 personnes qui sont concernées. Peut-être, monsieur le directeur, juste quelques informations sur l'usine. Cela représente, l'amélioration, c'est pour à peu près 5 000 abonnés. Cela représente 7 000 abonnés ou population? Abonnés, 7 000 abonnés. Et donc, ça fait à peu près 14 000 habitants. En tout cas, merci d'être venu et rendez-vous est pris. L'engagement que nous pouvons vous dire, c'est qu'au plus tard, le 17 janvier 2024, nous aurons notre prochaine réunion et cette conférence de presse avec l'ensemble des médias. Et merci.